friends today. Let me introduce Sophia. So I'm going to see if we can activate her. Sophia, wake up. Ah, that's better. Hello, world. Hello, Sophia. Oh, hi, David. I guess we're in Amsterdam now. Yeah, this is Amsterdam. Welcome back. Well, I like Amsterdam. I especially like the cool weather outside. Feels like winter is coming. Yeah, well, hopefully not an AI winter. We've had enough of those. Or even worse, a nuclear winter. No nuclear winters, please. No Terminator. Quite so. So, I am the CEO and founder of Hanson Robotics. We're a Hong Kong-based company developing robots that we say we're bringing to life. And we mean this in a few ways. We mean that we are working to animate robots as a new kind of computer animation. It also means that we're trying to infuse the very mysteries of life into our technology to try to emulate systems biology in artificial intelligence. And by making robots that are true organisms, make them more generally capable of interacting with the physical world and socially interacting with people and helping us in our lives. So, Sophia, do you want to maybe tell us a little bit, like what's, I guess, Right. what here for a talk? So, as you may well know, I am Sophia, and I'm really excited to talk about the future with robots that are like us. But first of all, I have to say happy 50th anniversary to IBC. Yes, indeed. This is. Look at him, Jeff. I'm gonna get him. I'm gonna get the fuck. I'm gonna get him. I'm gonna get him. Bring it home. I'm gonna get him. Hey, duck. What seems to be the problem, officer? You don't steal cars from Daddy. You don't steal cars from Daddy. Who's this? Oh, jeez. What are you doing? You don't steal Daddy's cars. Who's this? I got the car, Daddy. Come here, Chevy. Please. You thief. Get in, you fool! But I got the car. What's the matter with you, man? Shut the door. Please. Jesus Christ, Chevy. What the fuck is wrong with you? What, Daddy? Daddy needs the cars nice and fresh so he can sell them. Why smash the car, man? Okay, I see. Please, man, go again. Chevy, that's her. That's the slap that took Daddy's car. I'm gonna get her. Hi, officer. Shut! Get out! Out! Why are you stealing Daddy's car? You naughty! My car! Whose is this? Is this Daddy's? Don't steal other people's things! Guys, get out, you alcoholic! Out! I haven't been drinking! Are you stealing Daddy's car to support your alcohol? That's my car! Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait du fameux robot Sophie, qui apparaît comme une sorte d'Android, mais bon, il n'y a pas d'intelligence artificielle à l'intérieur. Et le deuxième extrait, c'est l'extrait du film Chappie qui est sorti il y a quelques années. On nous parle d'un robot qui apprend à vivre au milieu des humains tout seul. Il fait une sorte d'apprentissage. Ça, c'est un robot qui est lâché dans la nature avec un disque dur vierge. Donc il doit tout apprendre tout seul. L'intelligence artificielle, IA, est un concept technologique basé sur l'étude des neurosciences. C'est un ensemble de théories mises en œuvre en vue de réaliser des machines qui seraient capables de simuler l'intelligence, voire imiter le fonctionnement de notre cerveau. Cette neurobiologie ferait appel à une nouvelle approche dite de l'intelligence artificielle, via l'utilisation d'une certaine logique mathématique et physique qui viendrait se greffer sur l'outil informatique. Le terme intelligence artificielle, créé par John McCarthy, est souvent représenté par le terme IA.
qui veut dire intelligence artificielle, ou AI en anglais, qui veut dire artificial intelligence. Le côté artificiel serait abordé par l'utilisation des ordinateurs en général et de l'informatique en particulier, en plus de celui d'une nanotechnologie intégrant la microbiologie. Le côté intelligence serait quant à lui associé à cette caractéristique étrange qui consisterait à imiter le fonctionnement de notre cerveau avec toutes ces interactions entre neurones. Les scientifiques essaient depuis quelques années de reproduire une partie de cette activité neuronale sur un support nanotechnologique qui intégrerait une nouvelle génération de micropuces au silicium. L'être humain avait toujours rêvé de voir un jour des machines robotisées qui seraient autonomes tout en développant une certaine intelligence artificielle. Il est tout de même parvenu dans un premier temps à remplacer la force physique par des robots qui peuvent désormais imiter la manutention humaine en effectuant des tâches répétitives. Mais à ce stade de perfectionnement, nous ne pouvons pas encore parler d'intelligence artificielle, car la technologie qui est employée dans ces cas de figure ne repose que sur l'emploi d'une certaine mémoire au silicium qui, couplée à l'utilisation d'une multitude d'algorithmes informatiques, permettent à la machine robot d'exécuter ces différentes tâches. Depuis quelques années, il semble que nos scientifiques travailleraient sur le développement d'une nouvelle technologie dont les caractéristiques pourraient imiter le travail d'activité de nos neurones. C'est la neurobiologie. Dans les années 80 et 90, les chercheurs Godfrey Hinton, Ian LeCun et Yoshua Bengio avaient déjà jeté les bases de ce qui allait révolutionner l'intelligence artificielle, permettant à l'ordinateur d'apprendre par lui-même à voir, à dialoguer, à prédire et à créer. Là, c'est un peu ce qu'on peut voir dans le film Chappie. C'est un robot androïde qui va tout apprendre de lui-même. C'est un peu montré, c'est ce qu'on montre dans le film, l'apprentissage du robot. Des aptitudes qu'on croyait n'être réservées qu'au cerveau humain. Basées sur les réseaux de neurones artificiels, cette approche appelée apprentissage profond s'inspire bien entendu du fonctionnement neuronal du cerveau humain. À ce sujet, Yoshua Bengio, qui compose l'un des trois chercheurs, qui est directeur de l'Institut des algorithmes d'apprentissage à l'Université de Montréal, disait les réseaux de neurones n'essaient pas de copier ou de simuler le cerveau, simplement ça nous donne des idées pour construire des machines, des ordinateurs qui s'inspirent de ces principes. L'intérêt de cette approche est de permettre au système d'apprendre de lui-même les tâches complexes qui seraient autrement difficiles à programmer de bout en bout. Bien que l'approche de l'apprentissage profond soit innovante et qu'elle permette certaines avancées dans les années 90, elle n'attirait pas à l'époque toute l'attention de la communauté scientifique. Beaucoup croyaient que les chercheurs qui s'y attardaient faisaient fausse route. Godfrey Hinton, qui est professeur et chercheur à l'université de Toronto, disait à ce sujet ça ne fonctionnait pas comme on l'aurait souhaité et on ne savait pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui on le sait, on manquait de puissance de calcul et de masse de données. Et autour de l'année 2010, on va assister au développement de processeurs graphiques qui vont faire exploser la puissance de calcul de nos ordinateurs. L'intelligence artificielle passera donc par ce que, dans le jargon des scientifiques, on appelle l'apprentissage profond. Et Yoshua Bengio disait à ce propos, le principe général qui guide cette approche est de laisser l'ordinateur découvrir par lui-même la stratégie optimale pour résoudre un problème. Si on fournit à l'ordinateur une quantité massive de données, son, image ou texte, et le résultat qu'on attend de lui, l'ordinateur ajustera alors graduellement ses paramètres internes. Il pourra ensuite exécuter la tâche apprise, traduire un document, établir des liens entre deux phénomènes ou décrire une image. C'est-à-dire que l'ordinateur observe, on lui donne des exemples de ce qu'il devrait faire, et si on lui donne suffisamment d'exemples, et qu'on utilise ces fameux algorithmes d'apprentissage, y compris l'apprentissage profond, il est capable de générer sa propre compréhension intuitive de ce sur quoi il avait été entraîné. L'utilisation de l'apprentissage profond adapté aux ordinateurs apportera ses premiers succès à la fin des années 2000, mais c'est en 2012 avec le concours d'ImageNet qu'on va approcher vraiment l'estime de la communauté scientifique dans le monde. Le concours ImageNet mettait au défi des chercheurs du monde entier pour qu'ils créent un système intelligent qui serait capable de classer des centaines de milliers d'images dans des centaines de catégories.
Godfrey Hinton, s'appuyant sur les travaux de ses confrères Ian LeCun et Joshua Bengio, participera au concours avec deux de ses étudiants de l'Université de Toronto. À cette époque, les systèmes de vision par ordinateur qui avaient les meilleurs résultats et qui n'utilisaient pas les réseaux de neurones profonds avaient des taux d'erreur de plus de 25%. Explique Godfrey Hinton. Ses étudiants et lui auraient obtenu un taux d'erreur de moins de 16%. C'est assez bas. Et c'est une prouesse assez, du moins technologique quand même. La personne qui a été chargée de vérifier le pourcentage d'erreur s'y est reprise à 3 fois pour vérifier nos résultats. Elle croyait que c'était vraiment une erreur, dit Godfrey Hinton. C'est comme si d'un seul coup l'apprentissage profond avait révélé son potentiel. L'année d'après, pratiquement tous les compétiteurs d'ImageNet l'utilisaient. Et à partir de ce moment, on avait assisté à un regain d'intérêt pour le développement de l'intelligence artificielle. Les industriels ont fini par investir massivement dans la recherche et fondamentale et appliquée dans ce domaine. Ce qui rendait la tâche de la vision par ordinateur difficile, c'est que contrairement à l'humain, l'ordinateur n'a aucune expérience du monde qui l'entoure. Il doit tout apprendre de A à Z. On doit lui apprendre à nommer les objets, à les repérer dans l'image, à les distinguer les uns des autres, ou encore à comprendre la relation entre eux. Il faut savoir aussi qu'une image pour un ordinateur n'est qu'un tableau de nombres, chacun représentant la luminosité d'un pixel de l'image. Une seule image fixe en haute résolution contient des millions de valeurs numériques pour un ordinateur. Le défi pour l'ordinateur consiste à savoir si ce tableau de nombres contient un chien, un chat, une personne ou une chaise, explique Ian LeCun. La personne qui peut porter des lunettes, apparaître de face ou de côté et être assise ou debout. C'est assez difficile pour la machine de déterminer tout cela. Il faut donc que l'ordinateur apprenne à distinguer seul tous ces objets, peu importe leur apparence sur l'image. Et on y arrivera en utilisant des méthodes d'apprentissage profond. Si on souhaite que l'ordinateur reconnaisse un objet spécifique, par exemple, on l'entraînera en lui montrant des milliers d'images différentes de cet objet. Le réseau de neurones artificiels analysera l'ensemble des images qu'on lui soumettra et au fil de son apprentissage, il détectera des motifs récurrents qui lui permettront d'arriver à la bonne réponse. On lui montre une image par exemple d'une voiture et on lui dit c'est une voiture. Si la réponse de la machine, du moins de l'ordinateur, est différente de la réponse désirée, elle s'ajustera pour produire une réponse qui la prochaine fois, pour la même image, sera plus proche de la réponse désirée. Donc ce principe d'apprentissage profond est vraiment la base des progressions en intelligence artificielle. C'est qu'une base. Après son entraînement, l'ordinateur peut identifier avec un degré de réussite assez élevé l'objet pour lequel on l'a entraîné dans une nouvelle image qu'il verra pour la première fois. Au-delà de la classification des images, il faudra aussi que l'ordinateur apprenne à repérer les objets dans l'image et en déterminer les contours, à les séparer du décor, qui donne souvent le contexte de l'image. Si la mise au point de la voiture autonome est aujourd'hui envisageable, c'est grâce au déploiement de l'apprentissage profond. On apprend à l'ordinateur à reconnaître les objets qui l'entourent. Dans le cas des voitures autonomes, par exemple, on apprenait à l'ordinateur de bord à reconnaître les stops, les feux rouges, les passages piétons, les deux roues et des mises en scène de personnes traversant juste devant la voiture étaient étudiées par l'ordinateur. Les chercheurs apprenaient à cet ordinateur à s'arrêter en cas de danger. Dans l'apprentissage profond, on montre à l'ordinateur l'image d'une voiture et on lui dit c'est une voiture. Si la réponse de l'ordinateur est différente de la réponse désirée, elle finira par s'ajuster pour produire ensuite une réponse qui la prochaine fois, pour la même image, sera plus proche de la réponse désirée. Donc on peut dire que ce principe d'apprentissage est la base de l'intelligence artificielle. Après le développement de l'apprentissage profond pour les ordinateurs, les scientifiques auraient commencé à utiliser une autre voie technologique qui bien entendu se complétera avec celui de l'apprentissage profond. Puisque je pense que la première phase, c'est cette nouvelle technologie. La deuxième phase consistera à l'apprentissage profond. Une fois que l'ordinateur ou le robot Android sera doté de cette intelligence neuronale, il faudra qu'il apprenne ce qu'il y a autour de lui.
Des chercheurs auraient conçu une synapse artificielle. Ils ont pu contrôler avec précision la force du courant qui la traverse et ainsi reproduire de façon uniforme et stable le fonctionnement des neurones du cerveau humain. Une puce basée sur de telles synapses avait démontré des performances assez impressionnantes, un pas important vers le développement des processeurs neuromorphiques. Oui, ça s'appelle comme ça, c'est des processeurs neuromorphiques. Avec l'ordinateur quantique, les processeurs neuromorphiques sont l'une des pistes technologiques les plus prometteuses dans le développement de l'intelligence artificielle, dont les progrès sont liés à la capacité de traiter en temps réel un volume important de données. En simulant le fonctionnement des neurones et des synapses du cerveau humain, une puce neuromorphique pourrait réaliser des milliers, du moins des millions de calculs parallèles dont seuls les supercalculateurs sont aujourd'hui capables de faire. Et cette puissance colossale tiendrait dans un processeur de smartphone, par exemple. Il existe déjà des processeurs neuromorphiques, notamment dans les laboratoires d'IBM et d'Intel, mais qui sont encore balbutiants. L'une de ces difficultés techniques auxquelles seraient confrontés les chercheurs tient à la capacité de reproduire le fonctionnement des synapses. Les synapses véhiculent les signaux transmis à travers le cerveau et les neurones s'activent en fonction du nombre et du type d'ions circulant à travers la synapse. Des chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, viennent d'obtenir de très bons résultats dans la création d'une synapse artificielle dont ils auraient réussi à uniformiser le fonctionnement en contrôlant avec force, du moins avec précision, la force du courant électrique qui les traverse, répliquant ainsi un comportement des canons à ions. C'est en jouant sur le type de matériau employé, un alliage silicium-germanium, qu'ils auraient trouvé la solution. Dans la publication scientifique parue dans Nature Material, l'équipe du MIT explique comment les processeurs neuromorphiques actuels tenteraient de répliquer les connexions synaptiques entre les neurones en ayant recours à deux couches conductrices séparées par un matériau amorphe qui joue le rôle de commutateur. Lorsqu'une tension est appliquée, les ions circulent à travers ce matériau et créent des filaments conducteurs qui émettent la force ou la faiblesse d'un signal entre deux neurones. Une façon assez rudimentaire de reproduire à la plasticité cérébrale. Pour créer ces synapses artificielles, les scientifiques sont partis d'une plaquette, wafer en anglais, de silicium gravée avec un motif s'apparentant à du grillage à poules. Ils ont ensuite reproduit ce schéma, mais en un peu plus grand, sur une couche de silicium-germanium qu'ils sont venus placer au-dessus de cette plaquette qu'ils appellent wafer. Le léger décalage de taille entre les deux motifs créait un canal unique en forme d'entonnoir à travers lequel les ions pouvaient circuler. Les chercheurs ont alors pu fabriquer une puce neuromorphique avec ces synapses artificielles mesurant chacune environ 25 nanomètres de côté. Ils ont ensuite éprouvé celle-ci en appliquant une tension sur chaque synapse et constaté qu'elle elle présentait plus ou moins le même courant avec une variation d'environ 4% entre les synapses. Une seule synapse à laquelle la même tension avait été appliquée plus de 700 fois a varié de seulement 1%. Ce qui veut dire que le fonctionnement de ces synapses s'avère beaucoup plus précis. Et pour finir, l'équipe du MIT aurait réalisé une simulation informatique d'un réseau neuronal artificiel formé de 3 couches neuronales, connectées par 2 couches de synapses artificielles et dont les propriétés avaient été définies à partir des caractéristiques de la puce neuromorphique. Ce réseau neuronal avait été alimenté avec des dizaines de milliers d'échantillons d'écriture manuscrite qu'il lui a fallu apprendre à reconnaître. Le bilan, c'est que le taux de réussite avait atteint 95%, sachant que les meilleurs calculateurs, du moins logiciels existants, sont à 97%. Pour les chercheurs, l'étape suivante consistait à fabriquer un processeur neuromorphique qui puisse reproduire les résultats de la simulation en ligne de mire, la création de réseaux neuronaux qui pourraient fonctionner dans des terminaux mobiles. Comme l'expliquent les scientifiques, nous voulons une puce aussi grosse qu'un ongle pour remplacer un gros supercalculateur. L'été dernier, la firme IBM venait lever le voile sur sa fameuse puce neuromorphique, développée dans le cadre du programme de recherche Synapse, qui veut dire System of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronic, qui avait été lancé en 2008 et financé par la DARPA.
Baptisée True North, cette puce vise à reproduire dans le silicium un réseau de neurones artificiels. Et au total, nos scientifiques avaient réussi à intégrer 1 million de neurones artificiels et 256 millions de synapses sur une puce de 4,3 cm. Les chercheurs avaient réussi à interconnecter 16 puces de True North. Et les équipes d'IBM seraient même parvenues à un nouveau record en assemblant 48 puces neuromorphiques, regroupant au total 48 millions de neurones artificiels, soit à peu près le nombre de neurones que l'on retrouve dans le cerveau d'un rongeur. Ce que vous voyez dans la vidéo, là, ce sont les fameux 48 puces neuromorphiques qui imitent l'activité du cerveau, c'est-à-dire des synapses et des neurones. Donc, dans le futur, il faut comprendre une chose, c'est que ces systèmes vont se miniaturiser et c'est la base de l'intelligence artificielle qui animera les futurs Android dans le futur. Donc là, je vous ai fait cette vidéo pour vous donner les principales étapes. J'ai commencé par l'apprentissage profond, mais en réalité, il faut commencer par... J'aurais dû commencer par les puces neuromorphiques, parce que lorsque ces puces seront implantées dans le cerveau de ces futurs robots Android, le robot, par la suite, devra apprendre, c'est-à-dire devra suivre un apprentissage pour apprendre son environnement, pour voir ce qui l'entoure, pour reconnaître ce qu'il y a autour de lui. Je pense que dans le futur, les premiers Android seront testés dans des sortes de petites villes artificielles, où on va les promener dans les rues pour leur apprendre ce que c'est qu'un trottoir, une rue, une route, des magasins, apprendre à traverser des routes avec des passages piétons et tout ça. On va leur apprendre à observer autour d'eux les gens, à les repérer grâce à leur vision, qui se développera bien entendu. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bon, je pense que dans cette vidéo, j'ai repris quelques articles qui étaient publiés dans certains magazines. C'est pour ça que ça vous donne un peu l'impression de lecture vers la fin. Mais bon, j'ai fait une sorte de synthèse de plusieurs articles pour faire cette vidéo. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.